Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau live de l'UNIS consacré au DPE. Nous allons essayer d'aller au cœur de ce maquis réglementaire, on peut dire ça comme ça, dont chacun s'accorde à dire qu'il est frappé du sceau du bon sens dans sa volonté, dans son intention, accélérer la transition énergétique du pays, améliorer la qualité des logements aussi, mais dont chacun s'accorde aussi à dire qu'il est compliqué et voilà qui justifie, vous l'imaginez bien, ce live et l'intervention de spécialistes et d'experts que vous commencez à connaître, puisqu'ils sont des habitués de ces lives de l'UNIS. Vous avez avec nous Lionel Jeannot. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Président de la FIDI, la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Il est accompagné par Stéphane Prouzeau, qui en est le vice-président de cette FIDI. Olivier Safar est avec nous. Il pilote tout ce qui est métier de la copropriété au sein de l'UNIS. Son homologue en charge des métiers de gestion locative est avec nous, c'est Denis Génito, bien évidemment. Et puis, la présidente de l'UNIS, Danielle Dubrac, est avec nous. Je vous salue, Danielle. Bonsoir, tout le monde. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous font le plaisir d'assister à ce live que chacun a la possibilité de poser une question ou de pousser un coup de gueule ou autre chose d'ailleurs, un coup de cœur, pourquoi pas. Vous avez un chat qui apparaît sur votre écran, n'hésitez pas. J'essaierai d'être votre porte-parole aussi fidèle que possible. Pardonnez-moi si il y a un délai entre le moment où vous poserez la question et le moment où je la relayerai, mais il y a déjà, au moment où je vous parle, plus de 855 participants et on ne fait que débuter ce live. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et je me tourne tout de suite vers Danielle parce que, Madame la Présidente, au mois de mai 2022, sauf erreur de ma part, nous avons tenu un live sur le même sujet et déjà à l'époque, vous étiez avec les amis de la FIDI. Oui, absolument. Bonsoir tout le monde. On a une relation partenariale avec la FIDI. Donc la FIDI, ce sont des diagnostiqueurs et nous sommes des administrateurs, des transactionnaires, des gestionnaires locatifs. Et on a pour but d'expliquer, puisqu'on a beaucoup de questions sur l'imbrication de tous les outils que l'on doit faire en DPE individuel, DPE collectif, plan pluriannuel de travaux, audit. Donc tout ça, ça génère beaucoup de questions. Il y a de la réglementation, il y a aussi la pratique. Les diagnostiqueurs font les diagnostics et nous collectons des données pour ce faire. On est dans une démarche où il y a absolument besoin de comprendre. Nous-mêmes, nous interpellons régulièrement le gouvernement puisqu'il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas forcément de réponse. Donc cette démarche, elle existe tout simplement pour rendre fiable et effectif les DPE d'aujourd'hui. On interpelle, on en parlera tout à l'heure, le gouvernement. Et il faut surtout pas, je voudrais dire à nos auditeurs et aux auditrices, qu'il faut absolument pas se laisser abattre et se laisser contrarier par des annonces qui sont liées soit à des sociétés commerciales, soit à des associations de consommateurs qui sont là pour détraquer ces outils. Ces outils sont nécessaires. Je vous rappelle quand même que l'objectif de tout ça, c'est la neutralité carbone en 2050 avec une étape en 2030 et qu'il y a beaucoup de textes qui ont eu lieu avant la loi climat et résilience qui nous a donné des obligations de faire un certain nombre d'outils. Il y a eu aussi la loi énergie et climat. Et le but du jeu, c'est quand même sortir progressivement des énergies fossiles, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre les passoires thermiques. C'est pour ça que la notion d'indécence est malheureusement ou heureusement peut-être arrivée pour la rénovation. Voilà, donc si vous voulez, on est là pour répondre tout simplement aux questions des professionnels, sachant que nous-mêmes, qui représentons des syndicats professionnels, nous avons des questions au niveau du gouvernement. Alors, on va dans le vif du sujet tout de suite. Alors, je précise aussi Danielle Dubrac est par moments figée à l'image. Elle est en pleine forme en ce début d'année, plus que jamais mobilisée autour des sujets du logement. Que les choses soient bien claires. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, je disais, et d'abord ouvrir quelques questions techniques et peut-être même s'intéresser aux fondamentaux sans lesquels toute discussion n'est pas possible. Et les fondamentaux, c'est par exemple tout simplement la définition du DPE, lequel très rapidement nous fait cette piqûre de rappel nécessaire.
Oui, alors, je reviens sur les propos de Madame Dubrac, et effectivement, en 2050, l'Europe s'est engagée à parvenir à la neutralité carbone. Et aujourd'hui, le bâtiment, via la construction, la rénovation, l'utilisation, consomme 45% de l'énergie et émet 25% des gaz à effet de serre. Alors, le DPE, l'audit ou le PPT sont les prestations des outils qui permettent de mettre en œuvre des travaux pour atteindre ces objectifs de diminution de GES ou d'énergie. Alors la définition du DPE, le DPE, c'est un outil permettant de comparer les logements entre eux par la mise en œuvre d'une méthode conventionnelle d'évaluation des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle comprend, cette méthode? Les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, par exemple? Oui, tout à fait. Il y a le chauffage, le refroidissement, le CS, l'éclairage et la ventilation. Est-ce qu'elle ne comprend pas deux choses, le Hi-Fi et l'ensemble des éléments pour de l'électroménager, et puis elle ne comprend pas les habitudes de vie. Ah, donc ça, c'est clair, définition, c'est fait. Question légitime aussi, mais qui revient assez souvent. On parle des classifications A, B, C, D, E, F, G, voire même G+, on verra ça plus tard. En fait, de quoi la note est-elle constituée et comment est-ce que vous travaillez? Alors, on a la première chose importante, c'est les informations que l'on peut obtenir de la part des propriétaires pour réaliser le DPE, et ça c'est très important, car évidemment on intervient sur place pour enregistrer les différentes informations relatives à la performance des matériaux qu'on va intégrer dans le logiciel, mais en amont, les informations qui sont relatives au descriptif du logement, aux factures, qu'on va pouvoir rentrer sont essentielles, et elles sont d'autant plus essentielles qu'il faut qu'on les obtienne avec une preuve, donc par écrit, parce que on y reviendra après sur les responsabilités. C'est important d'avoir une trace. Alors, on a déjà une question de François. Oui, attendez, j'ai une question de François qui est à Mâcon et qui nous dit d'un point de vue technique, qu'est-ce qui fait vraiment changer la note du DPE? Autrement dit, si je veux améliorer la classe de mon appartement, qu'est-ce qui va être le plus important? François. Bien. Alors, d'abord, c'est la ventilation. Ensuite, c'est l'isolation. Ensuite, c'est le chauffage. Et ensuite, c'est le CS. Voilà les quatre éléments qui permettent de faire baisser la note, soit énergétique, soit de gaz à effet de serre. Je voulais savoir si les fenêtres, le fait de changer les fenêtres était impactant ou pas. Non, très peu, puisque les déperditions liées aux fenêtres sont égales à 12% des déperditions totales dans un logement. Donc les fenêtres, c'est un très bon élément pour le confort, et c'est pas négligeable, mais ça n'est pas un bon élément pour la note du DPE. Alors, autre question, cette fois c'est Marie qui est au Touquet et qui nous dit le DPE est opposable. Est-ce que ça veut dire que le diagnostiqueur est responsable de la note? Alors, le diagnostiqueur est responsable des informations qu'il rentre et qu'il intègre dans le logiciel. Il n'est pas responsable de la note. Mais la note est faite par les informations qui sont intégrées dans le logiciel. Donc c'est pour ça que les informations sont très importantes. Le diagnostiqueur en est responsable, mais le propriétaire en est également responsable. Donc c'est pour ça, j'insiste sur la traçabilité des informations transmises. C'est essentiel. C'est pour ça que la collaboration entre professionnels, propriétaires et diagnostiqueurs est importante. On est bien d'accord, le diagnostiqueur n'a pas le droit de se contenter d'une information qui lui aurait été donnée à l'oral. Non. Propriétaire. Non, il faut justement pouvoir les tracer de manière à ce que, si en cas de contestation, on puisse justifier de l'origine des informations. Voilà. Et attaquer le professionnel qui a donné la mauvaise information. Hein. Donc c'est pour la sécurité de tout le monde, cet élément d'opposabilité par rapport à des informations données par des professionnels. François-Marie à Créteil nous dit est-ce que le DPE est un outil prédictif de la consommation énergétique? Non, ce n'est pas un outil prédictif de la consommation, pour plusieurs éléments. D'abord parce qu'il ne prend pas en compte les habitudes de vie. C'est-à-dire qu'avec le DPE, on est à 19 degrés en hiver et à 28 degrés si jamais on a un système de refroidissement. Deuxièmement, parce qu'on ne prend, c'est une méthode conventionnelle pour estimer les performances du bâti.
Donc, si ça n'est pas un outil de prévision ou de prédiction, ça sert à quoi alors? À comparer les biens entre eux et à dire, dans ces biens entre eux, dans les 36 millions de logements, il y a 5 millions de passoires thermiques, et ces 5 millions de passoires thermiques, il faut faire des travaux pour permettre à améliorer l'ensemble des logements français. Bien, alors vous restez évidemment avec nous tout au long de ce live, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, et vous intervenez dès lors qu'un sujet aborde des angles un peu plus techniques, hein, messieurs de la FIDI. Alors, on parle de DPE et de copropriété, et on va faire ça évidemment avec Olivier Safar. Et quand on parle de DPE et de copropriété, on pense évidemment au DPE collectif. Quelles sont les nouveautés de ce DPE version 2022-2023, je ne sais plus exactement, par rapport au DPE qui existait autrefois? Alors, tout simplement, vous rappelez que nous sommes sur un nouveau DPE, DPE qui est applicable pour les copropriétés en fonction de leur taille. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2024, nous avons l'obligation de faire un DPE pour les immeubles de plus de 200 lots principaux. À partir du 1er janvier 2025, pour ceux qui sont entre 51 et 200 lots, et qu'au 1er janvier 2026 pour tous les autres. Qu'est-ce qui change? La méthode qui va être utilisée. On a une méthode aujourd'hui, on appelle 3CL pour ceux qui l'utilisent, qui n'est pas la même que celle qu'on pouvait utiliser auparavant. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un DPE de l'immeuble et par bâtiment. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que certains bâtiments peuvent être différents les uns. Il va falloir en faire une analyse. Donc, ça veut dire que la copropriété va être notée là aussi, A, B, C, D, E, F, G. Absolument. On va avoir une note par copropriété ou par bâtiment par copropriété. Quelles seront les conséquences alors de cette note? L'intérêt de faire ce DPE, c'est de se rendre compte de la note effectivement de l'immeuble et des travaux qui seront ensuite à réaliser avec la mise en place du projet de plan pluriannuel de travaux. Et ça va nous permettre de nous dire, ben voilà, je suis classé en F ou G, je sais que je vais devoir intervenir rapidement sur l'amélioration de ces notes en préparant des travaux sur la copropriété, sur l'ensemble de l'immeuble. Par rapport aux éléments qui sont évalués lorsqu'on veut essayer d'améliorer la note d'une copropriété, on va peser sur quoi? D'abord, qu'est-ce que le diagnostic analyse et on va peser sur quoi pour l'améliorer? Alors, on va d'abord, le diagnostic du DPE, il analyse les performances énergétiques avec d'un côté ses performances et les émissions de gaz à effet de serre, comme l'a dit tout à l'heure nos intervenants de la FIDI. Et le but du jeu, c'est d'améliorer les choses en collectif. Donc, on va se retrouver avec des travaux de rénovation énergétique. Souvent, on va modifier la façade, on va faire un doublage, on va modifier en même temps la ventilation dans les appartements, parce que quand vous doublez votre façade, vous modifiez vos fenêtres en même temps, vous allez créer de la condensation si vous ne modifiez pas votre système de ventilation. On va intervenir ensuite sur la partie de la toiture. La plupart du temps, si vous êtes en toiture terrasse plate, on va refaire l'étanchéité en rajoutant un complexe isolant thermique. Et souvent, on va intervenir sur le plancher du rez-de-chaussée, c'est-à-dire le plancher haut des caves, pour effectivement isoler ces parties-là. Changement de fenêtre. On a compris que c'était pas le plus important. Je vais vous répondre différemment de la FIDI. Le confort d'été comme d'hiver nécessite le changement des fenêtres. Ça, c'est très important pour le confort. Je dis bien les choses. Ça ne va peut-être pas améliorer la note de façon drastique, mais les copropriétaires seront très contents de leur amélioration de confort d'été et d'hiver. Donc, quoi qu'il arrive, on embarque les fenêtres quand il faut le faire. Quand ils sont en simple vitrage, bien évidemment, on va leur proposer du double vitrage. Quand il n'y a pas de volet roulant et qu'on peut rajouter des volets roulants, on peut en rajouter parce que ça va améliorer surtout l'été. Parce que vos volets roulants qui vont être descendus, si vous êtes en façade sud ou façade ouest plein soleil, au lieu de que le soleil tape sur les vitres pour chauffer à l'intérieur, vous vous retrouviez à 35 ou 40 degrés à l'intérieur, vous allez pouvoir descendre vos volets roulants pour améliorer votre confort d'été. Ça, à Marseille, on connaît bien, vous savez, c'est une règle d'or. Hein. Dans la journée, il faut fermer les volets, qu'ils soient roulants ou pas. Quel est le montant moyen d'un DPE collectif? Alors, c'est pas le coût du DPE qui est important, parce que ça va être en fonction de la taille de l'immeuble et du nombre de lots. Mais ce qui va coûter cher, ce sont les travaux de rénovation que vous allez engager.
Parce que là, on est parti sur des montants en moyenne entre 25 000 et 35 ou 40 000 euros en fonction de la taille de l'appartement. Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Plus vous avez de pièces, plus vous avez de fenêtres, plus les travaux sont importants. Alors, je marque une toute petite pause dans ce petit exposé sur les DPE collectifs parce que on va revenir sur la méthode de calcul du DPE avec des questions, par exemple celle de Patrice qui est à Pamiers dans l'Ariège, il le précise. Bonsoir, nous dit Patrice, énergie primaire et énergie finale, quelle est la différence? Merci pour les précisions. Énergie primaire et énergie finale. Qui peut nous aider? Je vais donner la parole à la FIDI. Oui, alors la différence entre énergie primaire et énergie finale, c'est que dans l'énergie, vous avez l'ensemble de l'énergie fuel, gaz, électricité, et que vous avez avec l'énergie finale l'ensemble des frais liés à cette énergie. Et si on prend les déperditions, si on prend l'électricité, il y a le transport, il y a toutes les déperditions. Ce qui fait que l'électricité est doublée en termes de calcul par rapport au gaz et au fuel. Alors c'est un peu technique, et très franchement, on se serait arrêté à l'énergie primaire. Je pense que tout le monde aurait préféré cela, surtout que dans la réglementation, sur les 450 kWh et qui font qu'un logement n'est pas décent, on est en énergie finale, alors qu'autrement on est en énergie primaire. Encore une question technique. Encore une question technique avec Raphaël qui nous dit, lui, il revient sur les documents à rassembler pour pouvoir vous informer, que vous fassiez ce diagnostic. Il nous dit un bien peut très bien être revendu plusieurs fois et le dernier propriétaire en date n'a pas les factures de travaux avec lui. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai une mauvaise note parce que j'ai pas les factures. Non, parce qu'il y a, vous avez donc les derniers travaux. D'abord, il y a un acte de propriété. Donc, le premier élément, c'est la date de construction. Et l'air de rien, c'est pas aussi simple que ça. Le diagnostiqueur, quand il rentre dans un bien, des fois, ne connaît pas la date de construction. Ensuite, quand on est en copropriété, il faut l'énergie, il faut les performances de la chaudière, et ça, normalement, on doit les avoir. Et puis après, on peut faire des sondages non destructifs avec l'autorisation du propriétaire, bien entendu, puisque sinon, on n'a pas le droit de faire de sondage si on n'a pas l'autorisation du propriétaire. Mais s'il y a une bonne collaboration entre le propriétaire et le diagnostiqueur, on a 95%, pour ne pas dire 100, 95% des informations. Olivier, en Gironde, nous dit « Quid des travaux sur des immeubles anciens en pierre ?» C'est une vraie question. Là, on est toujours dans la copro. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'ITE n'est pas possible par l'extérieur. Sur les immeubles pierre de taille, vous n'avez probablement pas l'autorisation d'intervenir pour mettre un complexe de doublage avec des bardages par-dessus. Non. Ça, ne rêvez pas. Normalement, nous attendons les dérogations spécifiques qui doivent venir dans un décret qui nous permettrait effectivement pour certains immeubles et certains types de travaux de ne pas avoir à les réaliser et de ne pas en être pénalisés. Donc ça, c'est une attente aujourd'hui. On sait très bien que sur ces immeubles pierre de taille, on va intervenir sur la ventilation, on va intervenir sur la toiture, sur le plancher haut des caves, on va intervenir sur la partie chauffage, la chaufferie et sur les fenêtres et volets. Autre question pour l'instant, est-ce que des copropriétés ont déjà réalisé des DPE nouvelles formules? Ça commence. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout au début du processus, puisque en fait, il y a les dates qu'évoquait Monsieur Safar, et puis il y a aussi dans le cadre du PPT, des projets de plan pluriannuel de travaux, où avec le DTG, le DPE collectif est demandé. Et là, on commence à avoir des demandes pour la réalisation de ces DPE collectifs. Fabienne est dans le Morbihan. Elle veut savoir comment on peut s'appliquer un DPE collectif quand la copropriété n'a pas de chauffage collectif. Alors, que le chauffage soit collectif ou individuel, le DPE collectif reste obligatoire. L'objectif du DPE collectif est de photographier en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de performance énergétique l'enveloppe de l'immeuble. Donc, les process de réalisation du DPE sont différents en fonction que
de chauffage soit collectif ou individuel, mais il reste obligatoire, quel que soit le mode de chauffage. Non, je voudrais préciser une chose. Attention, dans les anciens DPE, il ne s'appliquait qu'aux immeubles dans lesquels vous aviez un système de chauffage ou de refroidissement. Le nouveau DPE collectif s'applique à tous les immeubles, même ceux qui ne sont pas chauffés. Alors là, on était dans le Morbihan avec Fabienne. On va aller un tout petit peu plus au nord, mais dans ce magnifique département des Côtes-d'Armor, où Étienne nous dit quels sont les leviers d'amélioration quand la copropriété est située dans une zone bâtiment de France, à côté d'un monument historique. Compliqué comme question, mais ça existe. Ça existe, il y en a. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme dans nos immeubles pierre de taille. Ils ont le droit à certaines dérogations pour certaines choses. En revanche, ils vont devoir intervenir sur d'abord le chauffage de l'immeuble ou son système de climatisation, s'il y en a un. Il va intervenir sur la ventilation avec la partie VMC, soit naturelle, soit motorisée, avec le changement des fenêtres, parce que là, ils vont peut-être devoir intervenir sur cette partie-là, et toute la partie isolation thermique des différents ponts thermiques qu'ils peuvent faire sans venir modifier la façade de l'immeuble qui est inscrite soit à l'inventaire supplémentaire, soit en monument historique, soit dans un site de monument historique. Julien, dans le 31, nous dit quels sont les éléments à prendre en compte pour le DPE immeuble. Qui peut fournir ces informations? Que faire si le syndic n'a aucun élément? Par exemple, nous dit Julien, qui est prolixe, mon voisin et moi avons le même appartement, mais des chauffages différents, fenêtres différentes aussi. On ne peut pas avoir le même DPE. Comment un diagnostiqueur peut calculer une note cohérente pour les différents appartements? Alors, question courte, réponse rapide. On va faire ça, on va faire ensemble de répondre rapidement. Le DPE collectif, donc on est sur une copropriété, et là vous avez donné l'exemple d'une copropriété avec des lots qui sont hétérogènes, donc eau chaude et chauffage collectif non collectif justement. Donc ça veut dire que ces deux appartements nécessitent d'être visités et échantillonnés, en admettant que ce soit une copropriété avec que de l'eau, de manière à établir un DPE sur un logement moyen. Il ne reste pas moins que ces appartements doivent être visités. En effet, ils sont différents. Et si le type de chauffage est différent, ils seront échantillonnés de façon différente, de manière à avoir une note qui soit moyennée. D'accord. Tout ça pour une petite réponse comme ça. Dis donc. Je peux faire plus long, Gabi, si vous voulez. Alors, pour établir un DPE collectif, vous ne visitez pas forcément l'ensemble des logements. Vous pouvez vous contenter d'un panel de logements. Alors, si l'immeuble collectif a un chauffage, si l'immeuble a un chauffage collectif identique, et collectif, eau chaude identique, ça veut dire que là, on échantillonnera quelques appartements qui seront représentatifs en termes de surface, en termes d'exposition, en termes de position dans l'immeuble, sans visiter l'ensemble des autres appartements pour justement sortir et éditer le DPE. En revanche, si le chauffage est individuel, il est possible qu'on soit obligé de visiter l'ensemble des appartements. Donc l'échantillonnage est à géométrie variable en fonction des modes de chauffage et des modes d'eau chaude collective principalement. Deux questions qui sont à peu près dans le même registre. David en Gironde qui nous dit « Le DPE collectif met-il fin au DPE par appartement ?» Et moi, la question que j'allais vous poser, c'était si vous réalisez un DPE collectif, est-ce que vous avez la possibilité d'établir les DPE individuels de tous les appartements sans avoir à les visiter? Alors, oui. La génération des DPE individuels se fait très aisément à partir du moment, encore une fois, où on a un immeuble homogène, c'est-à-dire eau chaude et chauffage collectif. En revanche, la génération sur des appartements, des immeubles qui ne seront hétérogènes sera moins pertinent et donc n'est même pas recommandée. La recommandation, la recommandation, c'est uniquement sur la génération des DPE sur immeuble homogène. François, qui est à Aubagne, dans ce magnifique département des Bouches-du-Rhône, le plus beau de France sans doute. Le DPE collectif est-il obligatoire dans le cadre d'un immeuble neuf? À la livraison, il y a un audit énergétique, oui, il y a un DPE.
Alors, Oui, donc, oui, normalement. alors je précise que on a pas mal de questions qui empiètent sur le sujet qui va suivre, évidemment, puisqu'on va s'intéresser à la gestion locative, mais déjà, quelques questions nous arrivent d'un peu partout en France. Alors, on va se tourner vers Denis Génito. Évidemment, on reviendra, hein, si des questions nous arrivent un peu plus tard sur cette notion de DPE collectif, on reviendra et on les posera sans hésiter. Pour ce qui concerne la gestion locative, Denis Génito, alors là, il y a beaucoup de problématiques, hein. Il y a la problématique du gel des loyers, de l'interdiction de louer et de l'indécence, et tout ça est compliqué. Oui, ce sont en fait des nouvelles contraintes pour la location qui résultent de différents facteurs. Donc c'est vous ne pouvez pas louer un logement dont la note est F ou G. Ça, c'est le gel des loyers. Et puis, vous ne pouvez pas louer un logement indécent. Alors, l'interdiction de louer les logements F ou G, elle sera progressive dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas louer un logement depuis le 1er janvier 2023, on ne peut pas louer un logement qui est ce qu'on appelle G+, donc plus de 450 kWh d'énergie finale, consommation d'énergie finale par an. On a vu tout à l'heure la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Et à partir du 1er janvier 2025, ça sera les logements classés G qu'on ne pourra pas louer et 2028, les logements classés F. Là, en énergie primaire. Bien. On a aussi le problème du gel des loyers, oui, qui concerne dès aujourd'hui les logements classés F ou G, qui est donc entré en vigueur depuis le 25 août dernier. Quels sont les logements concernés par le DPE? Tous? Alors, c'est tous les logements. C'est tous les logements, sauf ceux qui font l'objet d'une location dans l'année, une durée cumulée inférieure à 4 mois. Ce sont tous les logements. Après, se pose la question de savoir si on fournit, à quel moment on fournit ce DPE. Donc, on fournit le DPE pour les nouvelles locations et pour les renouvellements de baux. En revanche, on n'a pas à fournir de DPE pour les baux qui sont reconduits. Donc, c'est-à-dire des baux qui se reconduisent, donc sans acte de renouvellement effectué par l'administrateur de biens. Alors, des questions qui arrivent de tous côtés, mais pas mal dans l'Ouest, hein, puisque Franck est à Guérande, en Bretagne, et il nous dit « Je loue un appartement à Airbnb, est-ce que je suis concerné? Est-ce que je suis obligé de présenter un DPE ?» Non, on n'est pas concerné si le logement ne fait pas l'objet d'une location cumulée supérieure à 4 mois. Cela étant, l'impact est assez atténué puisque c'est le bailleur en général qui paye l'énergie. Donc la conséquence est moindre pour le locataire. Il y a peu de chances pour qu'il y ait des contestations du locataire. Françoise à Montpellier nous demande si elle doit gérer, j'imagine, ce logement. J'ai un DPE qui date de 2003 ou 2013, je ne sais pas. Est-ce qu'il est valable ou pas aujourd'hui? Alors en fait, il y a 3 dates à retenir. C'est le 1er janvier 2018. Tous les DPE antérieurs à cette date sont caducs. La deuxième date, c'est le 30 juin 2021. Tous les DPE qui ont été établis entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Et à partir du 30 juin 2021, tous les DPE sont valables 10 ans. D'accord. Mon logement était classé G au moment de la location. Est-ce que je dois faire des travaux aujourd'hui pour le remettre à niveau ou pas? Alors, la question, c'est, il est classé G, donc je ne peux pas indexer les loyers. Après, est-ce qu'il est indécent ou pas? S'il est indécent, il faudra faire des travaux. Donc, l'indécence, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier 2023, c'est une consommation supérieure à 450 kWh en énergie finale par an. Et s'il n'est pas indécent, on n'a pas à faire de travaux. Si je puis me permettre, si jamais il y a un nouveau bail à partir de 2025, il faudra faire des travaux. Par contre, le bail en cours, il n'y a pas besoin d'interrompre le bail pour faire des travaux. C'est ça, Denis, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas. On a un logement qui est indécent. On peut même pas résilier le bail en se disant, je vais libérer l'appartement et je vais le remettre en état. On peut pas le faire. C'est pas un motif de résiliation de bail, ce qui pose problème. Alors, on va faire préciser ce que vous avez dit, puisque cette question nous revient. Peut-on renouveler un bail si le DPE est en G
avec énergie finale supérieure à 450 kW par mètre carré de surface et par an. Quelle est la solution? Merci pour cette précision. Le bail, on a vu que le bail ne pouvait pas être résilié. L'indécence n'est pas un motif de congé. Donc, vous pouvez répéter la question, Gaby? Peut-on renouveler un bail si le DPE est en G avec énergie finale supérieure à 450 kW par mètre carré de surface et par an? Le problème, c'est qu'il est indécent. Donc, je dois faire des travaux. Oui. Autre question. Jean, qui est dans le Loir-et-Cher, en copropriété, dans quel ordre réaliser tous ces diagnostics? Les PPT sont rendus obligatoires avant le DPE collectif, mais n'est-il pas mieux d'avoir le DPE collectif avant de faire réaliser le projet de PPT? La réponse est oui. On a tout intérêt à faire les choses dans l'ordre et on sait qu'effectivement, dans le texte de loi, visiblement, il y a eu une inversion. Et là, malheureusement, c'est la loi, un décret ou un arrêté ne peut pas le modifier. Mais il est clair que pour avancer sur le PPT, vous allez faire le DPE d'un PPT collectif et le DTG, le diagnostic technique global. Je loue un logement dont le DPE est vierge. Est-ce que je dois en faire un nouveau? On n'a pas d'obligation d'en faire un nouveau, sauf en cas, comme j'ai dit tout à l'heure, de renouvellement de bail. En revanche, on peut avoir une demande du locataire qui demande à ce qu'un nouveau DPE soit établi. Et si la note est F ou G, le locataire pourra s'en prévaloir pour demander le gel du loyer, le gel de l'indexation. Manon. Alors, cela dit, et alors il y a des exceptions. On peut déroger à l'indécence. C'est-à-dire, on peut déroger à l'obligation de faire des travaux. On verra peut-être ça tout à l'heure, mais cette dérogation n'emporte pas le dérogation sur le gel des loyers. Allons-y. Quels sont les cas, les situations dans lesquelles on peut déroger aux travaux alors je vais être contraint de vous lire l'article 160 de la loi Climat et Résilience qui nous dit: à compter du 1er janvier 2023, le juge ne peut ordonner de mesures visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale lorsque le logement est en copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que malgré les diligences en vue de l'examen des résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. Donc on peut en fait ne pas être contraint de faire les travaux, bien qu'on soit dans un logement indécent. Mais il faut avoir fait pour cause d'énergie excessive. Il faut avoir fait la démonstration qu'on a tout mis en œuvre auprès Exactement. Exactement. Donc, quelqu'un qui a fait tous ces travaux dans son lot privatif et qui a montré qu'il avait demandé à la copropriété de faire des travaux, celui-là peut s'exonérer d'une consommation excessive. Quelle est l'incidence d'un mauvais DPE, F ou G, dans le cas de baux avec tacite reconduction? C'est le gel de l'indexation. C'est tout. C'est tout. Bruno. Et c'est l'indécence si on est en G+. Bruno à Lyon nous dit: bonjour, l'interdiction d'augmenter le loyer d'un appartement classé F ou G s'applique-t-elle au logement loué avec un DPE d'avant le 1er juillet 2021? Non, le DPE qui est opposable, c'est celui qui est réalisé depuis le 1er juillet 2021. Le risque, c'est que le locataire, comme j'ai dit tout à l'heure, demande la réalisation d'un nouveau DPE. Et là, notre conseil, c'est de jouer le jeu et d'établir ce DPE de manière à conseiller au mieux notre client, à le mettre face à ses responsabilités et à le conseiller sur les travaux à envisager, de telle sorte qu'on ne soit pas dans une situation où on est à terme à rembourser une indexation qui n'aurait pas dû être faite, et en fait que notre responsabilité professionnelle soit mise en cause. Et là, j'invite nos adhérents à examiner avec leur assureur leur contrat d'assurance responsabilité civile pour vérifier que sur toutes ces questions, on soit bien couvert. Manon est dans l'Hérault. Elle nous dit: on nous a indiqué que des DPE sortant en G n'étaient pas forcément
entre guillemets, une réalité et que la consommation pouvait être moindre en calculant l'énergie finale par le total divisé par la superficie. L'énergie finale. Peut-être que Manon veut parler des 450 kWh énergie finale, en disant il y a des appartements qui sont en G, mais qui n'atteignent pas les 450 kWh, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Et donc, dans ces cas-là, si elle est en G sans atteindre, ce qui est la plus grande partie des G n'atteignent pas les 450 kWh énergie finale. Hein. La majorité des G n'atteignent pas cette-là. Et ceux-là, ils seront en interdiction de location au 1er janvier 2025, mais pas aujourd'hui. Ils ont encore 2 ans, soit pour réaliser des travaux, soit etc., etc. Mais voilà. Après, il y a une difficulté. Il y a une difficulté, c'est que les DPE ne permettaient pas, on n'avait pas une bonne lisibilité sur la note en énergie finale. Et qu'en fait, pour rapporter le kilowattheure au mètre carré en énergie finale, il fallait aller chercher un élément dans la page 3 et la surface dans la page 1. Et il fallait en fait que le bailleur fasse lui-même son calcul. Heureusement, ce problème est résolu et depuis le 1er janvier dernier, les DPE mentionnent en lecture directe la note en énergie finale. Mais c'est vrai que ça a été source de confusion pendant longtemps. Non, et puis bon, franchement, ils auraient pu prendre la même énergie pour des réglementations différentes. Donc, il faut bien dire qu'à partir du 1er janvier 2025, la seule note à regarder sera la note en énergie primaire. La copropriété pourra-t-elle engager sa responsabilité si elle refuse des travaux alors que des bailleurs ne peuvent plus louer parce qu'ils sont en G, par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Si le bailleur est en G et qu'il pose la question à l'Assemblée générale et que l'Assemblée générale refuse pour faire les travaux, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine qui a décidé de pas le faire. Est-ce que le bailleur pourra engager une procédure en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires parce que les travaux n'ont pas été engagés? Il pourra toujours le faire. Je ne suis pas sûr qu'il obtienne satisfaction facilement devant les tribunaux, mais il peut le faire. C'est quand même exotique comme situation. J'ai une demande légitime auprès de la copropriété qui ne veut pas s'y résoudre. Alors on a vu que du coup le bailleur pouvait s'exonérer des travaux qui permettraient de sortir de l'indécence, mais en revanche, il est toujours pénalisé par le gel des loyers. Et à l'heure actuelle, avec les taux d'inflation qu'on a et l'indexation, et les loyers l'indexation qui est très élevée, c'est vraiment une vraie perte. Donc en fait, le bailleur là est tout à fait contraint par la décision de l'Assemblée générale. Question qui nous vient de Lyon. Comment le locataire peut-il exiger un nouveau DPE, virgule, je suppose à charge du bailleur? On a tous les cas de figure, mais vous avez des locataires qui pourraient décider eux-mêmes d'engager la dépense et de se prévaloir du DPE qui est opposable au bailleur et qui pourrait contraindre le bailleur à appliquer le gel des loyers ou la remise la sortie de l'indécence. Mais en fait, je suis pas certain qu'il faille que le bailleur cherche à cacher la situation. Je crois que il a tout intérêt également à avoir une vision claire de l'état de son logement au regard de la consommation d'énergie et des gaz à effet de serre. Alors, une question qui a été traitée, mais qui est posée différemment parce que peut-être elle a d'autres impacts. Je loue à un étudiant. Le logement devient indécent au regard du DPE qui vient d'être réalisé. Je suis en G+. Est-ce que, en tant que propriétaire, je suis obligé de faire des travaux? Le problème, c'est que la CAF, maintenant, soumet un questionnaire au locataire qui le fait remplir par le bailleur et qui demande des informations sur le logement. S'il apparaît que le logement est indécent, la CAF peut arrêter de verser les allocations et peut mettre en demeure le bailleur d'effectuer les travaux. Donc la sanction, c'est le loyer qui sera plus payé puisque c'est l'allocation qui sera plus perçue. D'accord. Est-ce que l'interdiction de louer s'applique également aux logements de fonction type loge de gardien classé F ou G? Alors en fait, c'est une question qu'on a eue ce matin, hier, il y a quelques jours, au service juridique, et notre réponse a varié dans le temps. Il s'avère que cette loge sera soumise aux règles de l'indécence. Donc, si la loge est indécente, il faudra la remettre en état. J'ai lu sur Internet qu'il existe. Quel que soit, en fait, cette indécence concerne
tous les lots destinés à l'habitation, que ça soit de la loi de 89 ou pas. J'ai lu sur Internet qu'il existait des simulateurs de DPE en ligne. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que la méthode est fiable? Oui, vas-y. Oui. Il existe des simulateurs pour tout. Ça donnera une indication qui n'aura probablement rien à voir avec le DPE, donc non, c'est pas fiable. C'est gratuit pourtant. Et c'est source de confusion. Un DPE fiable, comme je le disais tout à l'heure, est à l'origine avec un certain nombre de documents, mais surtout des investigations sur place pour bien intégrer les différentes caractéristiques des matériaux constituant le logement. Et donc ça, la simulation ne peut pas permettre de le faire. Est-ce que le DPE propose des préconisations de travaux à réaliser? Oui, le DPE préconise des travaux à réaliser ou des pistes de travaux à réaliser plus exactement. Et là, on vient dans la deuxième marche qui est l'audit énergétique que je vous laisse introduire, Gaby. Mais avant ça, encore des questions. On a constaté de nombreux problèmes de DPE concernant les petites surfaces qui étaient défavorisées. Est-ce que le problème est réglé ou pas? Le problème a été signalé en partenariat avec l'UNIST auprès du ministre et auprès du Premier ministre. Car en effet, les petites surfaces par rapport au moteur de calcul sont défavorisées. Et donc, il était important de préciser que le logiciel a besoin d'être amélioré à ce niveau-là, de manière à ce que ce soit plus représentatif. Aujourd'hui, le ministère a pris acte de nos recommandations pour faire évoluer cette partie-là du logiciel. Avant de se lancer dans cette visio, j'ai fait quelques recherches. Vous me dites si c'est vrai ou pas. Un quart des studios sont classés F ou G, un tiers des studios classés F ou G, moins d'un quart pour les 2 pièces et 9% pour les 3 pièces et plus. C'est ça la proportion? Vous avez ça en tête ou pas? Peut-être en région parisienne. En réalité, ça dépend. Je me demande si à Paris, c'est pas ça. Mais par contre, au niveau de la France, je ne suis pas sûr de ces chiffres-là. Je pense que voilà, il y a certaines régions qui sont entre guillemets maltraitées par rapport à d'autres, parce que beaucoup plus de logements ont été réalisés dans des immeubles antérieurement à 1940. Le fait que les petites surfaces soient défavorisées résulte de la situation de ces studios? Non, c'est un problème de calcul au niveau de la méthode conventionnelle entre l'ECS et le volume de surface déperditive par rapport à la surface habitable du logement. Alors là, on rentre vraiment dans de la technique. Mais voilà. J'allais vous dire, ils sont souvent situés au dernier étage des studios ou au rez-de-chaussée aussi. Voilà, donc ça ne résout pas, ça ne facilite pas, parce que si c'est au dernier étage, la superficie déperditive est plus importante, mais il n'y a pas que cela dans ce problème de petite surface. Il y a aussi... La question qui suit, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir une évolution de la méthode qui nous permettrait d'améliorer la note de ces locaux ou pas? Il faut qu'il y ait une évolution de la méthode. La problématique, c'est la décision politique. Là, on rentre réellement dans la décision politique. C'est une méthode conventionnelle. Il y a un curseur, et ce curseur, il est compliqué à bouger politiquement. Alors une question. C'est pour ça qu'on s'est unis, l'UNIS et la FIDI, pour vraiment allier la technique à l'immobilier. Il faut vraiment qu'on soit forts ensemble pour que le politique bouge là-dessus, parce qu'il sait qu'il y a un problème. Hein. Le politique sait qu'il y a un problème. Une question un peu longue et précise d'Edith, mais qui sans doute va intéresser nos amis. Pour une colocation, un colocataire a donné congé. Il paye la moitié du loyer. L'autre colocataire veut rester, paye l'autre moitié. Mais le DPE est en G, avec plus de 450 kW. Ne pouvant pas relouer, le propriétaire ne peut pas prendre un nouveau colocataire. Le locataire qui veut rester doit-il partir? Il n'a pas l'obligation de partir, et le locataire et le bailleur ça dépend aussi des conditions du bail, mais je vois mal le locataire. Le fait que ça soit en G n'est pas un motif pour résilier le bail. Est-ce que le propriétaire peut percevoir les loyers du locataire qui reste quand même?
Ah oui, le bail se poursuit, mais après le locataire peut contester le fait de payer un loyer pour un logement indécent et il peut s'adresser au juge pour contraindre le bailleur à effectuer les travaux. Euh, Nous avons un vrai problème sur la rédaction des DPE dans le bâti ancien type haussmannien, avec notamment une valorisation de l'épaisseur des murs ou des fenêtres double vitrage avec très peu d'impact sur la bonne cotation du logement considéré. Une remontée de nos syndicats respectifs auprès du ministère est-elle prévue afin de changer les pondérations des logiciels de DPE et d'avoir une cotation plus en cohérence avec la réalité de l'ancien? Dites-moi, Bruno, il y va dans ses commentaires. Vous avez compris la question ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, les caractéristiques du bâti ancien sont à la fois variables et le fait que le logiciel ne prenne pas toujours en compte les finesses du bâti ancien fait que il faudrait pouvoir, j'allais dire, développer le logiciel sur plus de granularité pour permettre à ce que les différents habitats anciens soient mieux représentés. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains cas où c'est insuffisamment représentatif. Donc le ministère est conscient. Hein. On a des réunions toutes les semaines avec les services du ministère pour remonter un certain nombre de points. Hein. Alors, une question de Fabienne, toujours dans le Morbihan. Est-ce que l'audit énergétique peut se substituer au DPE collectif dans l'élaboration du PPT? La réponse est non. Désolé. Pas possible. Bien. Quid de la carte D proposée par des confrères de l'UNIS? Pourquoi la FIDI s'oppose farouchement, nous dit Jérémy dans le 75, farouchement à la carte. Ce n'est pas les confrères d'UNIS qui proposent la carte D comme diagnostiqueur. Ça ne génère aucune garantie de responsabilité ou de fiabilité. Qu'est-ce que c'est que la carte D? Pardonnez-moi cette incompétence. C'est une carte qui a été demandée par la Chambre des experts des diagnostiqueurs de la FNAIM et non de l'UNIS, comme vous l'avez dit, Gabi. Voilà, c'est peut-être pour pouvoir sanctuariser une profession, peut-être la rendre plus visible, mais ça ne donne aucune... Il n'y a pas à côté de cette carte, cette délivrance de carte, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de nécessité de compétences, d'expertise supplémentaires au-delà d'exercer le métier de diagnostiqueur. Didier, mais la FIDI peut répondre. La FIDI. Oui, en 3 mots, la proposition d'une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs n'apporte pas de plus-value en termes de fiabilité ni de confirmation du professionnalisme des diagnostiqueurs. Aujourd'hui, on a une certification de personnes qui peut être améliorée, qui est en cours d'amélioration avec les services du ministère. La carte D n'apporterait rien à part compliquer les choses. Et le but du jeu, c'est que vous puissiez avoir affaire à des professionnels qui soient compétents. Et c'est sur tout ça le sujet. La carte D n'apporte absolument rien. Une question de Didier qui est à Lyon et qui s'interroge. Il veut savoir quelles sont les projections des pouvoirs publics sur l'état du parc locatif en 2030. Quelle proportion de logements classés F et G aujourd'hui pourrait être améliorée à cette échéance de 2030 et quelle proportion quittera le parc locatif? Est-ce qu'on a une idée de tout ça? Non, c'est très compliqué. Hein. L'objectif, c'est de supprimer les G, les F, les E d'ici 2050. Mais c'est très compliqué de dire en 2030 on sera là, en 2040 on sera là, en 2048 on sera là. C'est extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que pour arriver à la neutralité carbone, il faut enlever les G, les F, les E et peut-être quelques D. Donc, c'est ça je veux dire, l'objectif des pouvoirs publics. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions sur ce volet. Oui, Olivier. Si vous voulez bien, moi j'ai un point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'application dans le temps du gel des loyers. On est souvent questionné par des locataires se manifestent en disant mon bail a démarré il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, vous l'indexez, mais mon logement est classé F.
Et là, la réponse est qu'en fait, l'application du gel, c'est uniquement lors d'un nouveau bail ou lors de la reconduction du bail, d'un ancien bail. Donc, un bail qui a été consenti en 2024, le gel ne sera pas applicable en 2025 et en 2026, mais il sera applicable en 2027, la reconduction du bail, donc au bout des 3 années. Précision de Monsieur Ginico. La transaction, cette fois. Alors, quand on parle de transaction, on parle, sauf erreur de ma part, d'audit énergétique qui peut nous définir, comme on l'a fait pour le DPE, cet audit énergétique. Quelles sont les nuances et les différences? Alors, l'audit, c'est une obligation au 1er avril pour tous les biens qui sont en monopropriété F et G. Et je dirais que c'est une deuxième marche, une deuxième étape après le DPE. Le DPE est un constat. L'audit, lui, pour les biens en monopropriété, va constituer une véritable préétude de travaux réalisables. Ça va permettre aussi de mieux connaître l'investissement de l'ensemble des travaux et de connaître les aides attachées aux propriétaires et éventuellement aux travaux. Qu'est-ce qu'il y a dans cet audit exactement? Donc, l'audit reprend le DPE, les éléments du DPE, c'est-à-dire les éléments du constat, et il propose des solutions de travaux pour sortir de la passoire énergétique et passer en D et éventuellement aller jusqu'en B. Donc, il y a plusieurs scénarios, minimum 2, mais il peut y en avoir 3 ou 4, pour permettre d'avoir l'ensemble de ces étapes. Et ça doit permettre à l'acquéreur, puisque l'audit sera obligatoire au moment, lorsque la personne va visiter le bien, on doit lui remettre l'audit, et ça permettra à l'acquéreur de prendre une décision en connaissance de cause avec des éléments chiffrés pour les travaux à réaliser pour sortir de cette passoire énergétique. Alors, dis-toi si je me trompe, on parle d'audit en termes de transaction, parce que si je veux mettre sur le marché ma villa individuelle ou bien l'immeuble dont je suis le seul propriétaire, je suis obligé de fournir un audit, c'est bien ça? Oui, quand je suis vendeur, à partir du 1er avril 2023, ça c'est important, si j'ai monopropriété d'un bien dont le DPE est F et G, donc première étape, je fais le DPE, il est F ou G, je dois faire un audit et dès la première visite du bien, je dois fournir cet audit au candidat acquéreur. Est-ce qu'il est vrai que au moment où je publie une annonce immobilière, je dois publier cet audit? Non, je dois avoir les notes du DPE au moment, mais je dois avoir l'audit par devers moi vendeur, et je dois avoir les notes du DPE pour l'annonce immobilière. Excusez-moi. Et si je ne publie pas ce DPE, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je risque? Une amende. Une amende. 15 000 € si je suis un professionnel. 15 000 € si je suis un professionnel. Et si je suis particulier? Et si je me fais prendre? Si je suis particulier, c'est-à-dire que je commets l'erreur de ne pas faire appel à un je crois que c'est 3 000 € pour le particulier. 3 000 € aussi. Sur ces questions liées à la transaction, est-ce que vous considérez que, notamment pour les villas individuelles, ces audits ou ces DPE vont impacter le prix au mètre carré, ou est-ce qu'on est dans un marché différent? Non. Les notaires sortent des études depuis déjà une petite dizaine d'années sur le DPE, et depuis une dizaine d'années, on voit que le DPE prend de plus en plus de place dans la valeur de vente des biens immobiliers. Et raisonnablement, aujourd'hui, alors on ne sait pas si c'est 7, 8, 10, 15% suivant la situation du bien. On voit par exemple qu'en montagne, aujourd'hui, il va y avoir de vraies difficultés parce qu'il y a des copropriétés entières qui sont mal notées et qu'on voit pas bien comment faire les travaux adéquats. Donc oui, la valeur verte du bien agit sur la valeur vénale du bien, c'est évident. Et je crois, je veux bien être contredit, mais très franchement, oui, il va y avoir un élément plus important, et les derniers articles de journaux montrent que ça s'accroît
que cette dévalorisation de la passoire énergétique s'accroît en ce moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec l'audit? Eh ben, il va y avoir une valeur, moins les coûts des travaux, égale la valeur de vente. Si je peux me permettre, hein, je vois Olivier qui opine du chef, mais je crois que ça va être relativement simple. Hein. Et pour un investisseur, le fait de ne pas pouvoir indexer le loyer, c'est un vrai handicap. Dites-moi, pour un compromis signé en janvier et qui sera acté en avril, est-ce que je dois fournir l'audit? Non. Pas obligé. Non, pas d'audit. Si le locataire demande, alors on revient un tout petit peu en arrière, si le locataire demande la réalisation du DPE en cours de bail, est-ce que le propriétaire peut refuser? Il peut refuser. Mais il peut encourt des risques. On les a vus, hein, le locataire peut le faire et ensuite peut s'en prévaloir pour obtenir une baisse de loyer, une remise en décence du logement, des dommages et intérêts, obliger le bailleur à faire des travaux. Qui réalise l'audit? Est-ce que ce sont les professionnels de la FIDI ou est-ce que ce sont d'autres professionnels que ceux qui réalisent le DPE? Les diagnostiqueurs immobiliers. Alors, pour les maisons individuelles. Sinon, ce sont des bureaux d'études thermiques pour les immeubles en monopropriété. Ils doivent être RG. Voilà. Il y a deux types de personnes. Par contre, quand vous avez fait faire un DPE dans une maison individuelle, prenez le même diagnostiqueur pour qu'il fasse l'audit. Sinon, il vous, entre guillemets, vous refacturera le DPE. Hein. Soyons très, très basiques. Hein. Et si je l'ai déjà fait, si j'ai déjà réalisé le DPE, je ne vais pas le payer une deuxième fois quand même. Non. Oui, mais un diagnostiqueur ne prendra pas l'audit fait par un concurrent ou un confrère, excusez-moi, je vais utiliser un autre terme. Un diagnostiqueur ne prendra pas un diagnostic réalisé par un confrère. Pas du tout que le confrère est pas bon, etc. Ça n'a rien à voir. Mais il y a des tas d'éléments à avoir, des tas de mesures à avoir pour faire l'audit, et donc il prendra il refera le DPE. Ça alors, il est obligé. Les bras m'en tombent. Non, vous avez une vraie responsabilité quand vous faites un audit. Il faut avoir des mesures très précises, et donc ces mesures précises, c'est le diagnostiqueur. Donc, prenez le même professionnel pour faire le DPE et l'audit. Voilà, c'est notre conseil. Hein. Ce n'est pas obligatoire, par contre. Oui, ils gagnent bien leur vie, les diagnostiqueurs, quand même. Oui, je crois que les professionnels de l'immobilier gagnent bien leur vie. Si un bien est mis en vente avant le 1er avril 2023 et que la vente intervient après cette date, est-ce que l'audit sera obligatoire? Si vous appelez vente le compromis, oui. Mise en vente. Si un bien est mis en vente avant le 1er avril. Je vous dis, si le compromis n'est pas signé au 1er avril, oui. Pour ma prime rénov copro, les copropriétés réalisent un audit énergétique. Alors pourquoi la démarche n'est pas reprise pour le PPPT? Alors ça, c'était l'ancienne partie. Donc aujourd'hui, on démarre sur des nouvelles règles avec un PPPT qui s'applique effectivement à partir du 1er janvier 2023 pour les immeubles de plus de 200 lots, de 2024 pour ceux entre 50 et 200 lots, et 2025 pour les autres. En revanche, effectivement, l'ancien audit énergétique que vous avez réalisé n'est pas conforme aux nouvelles règles aujourd'hui. Donc, il faut réaliser un DTG et un DPE collectif qui vont lui permettre effectivement d'établir la liste des travaux et l'échéancier des travaux à réaliser sur l'immeuble en copropriété. Peut-être avant de terminer, puisqu'il est déjà 18h57, et que je vous rappelle que nous avons été près de 1000 connectés tout au long de ce live, et on remercie toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui nous interpellent depuis le début. Peut-être Daniel Dubrac et peut-être aussi côté FIDI, est-ce que aujourd'hui il y a des échéances, des rendez-vous avec les collectivités, avec l'État notamment, qui vous amènent à travailler ensemble et à faire des propositions ensemble sur ces questions dont on a vu qu'elles méritaient parfois d'être précisées? Vous avez vu, Gabi, qu'il y a eu des questions sur le DPE collectif par rapport au DPE individuel. Qu'est-ce qui va primer si les étiquettes ne sont pas les mêmes? Donc, bien évidemment, il y a des questions qui se posent. On a vu aussi sur la question des petites surfaces. Nous avons demandé et interpellé le gouvernement sur une méthode de calcul. Il est normal qu'au bout d'un bilan d'un DPE
qui a fait ses preuves, d'une méthode conventionnelle qui a fait ses preuves, qui a été modifiée, il est bien évident qu'on demande un bilan, un point d'avancement et un réglage. Sur les DPE petite surface, on a vu que ça défavorisait les petits logements, alors même que le calcul est bon, parce qu'on n'est pas dans des proportions, il y a des histoires de mètres carrés et ce n'est pas linéaire. Donc on voit bien qu'on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Il y aura donc une foire aux questions, peut-être celles auxquelles on n'aurait pas répondu. En tout cas, sur le site internet, les adhérents pourront avoir une information. Je voudrais leur dire aussi que notre organisme de formation, délivre des formations sur les DPE individuels, les DTG, les plans pluriannuels de travaux, etc., les audits énergétiques dans le cadre de vente de maisons individuelles. Nous avons aussi la possibilité de former les gestionnaires de copropriété, les assistants de copropriété sur la rénovation énergétique de façon gratuite. Donc, allez sur ce site un plus. Et surtout, j'aurais dire, ne pas se laisser impressionner par des publications qui ne seraient pas celles de l'UNIS ou de la FIDI, parce qu'elles peuvent être entachées d'incompréhension, elles peuvent être générer des incompréhensions, des questions supplémentaires. C'est pas le but du jeu des professionnels qui nous écoutent sur les objectifs à atteindre et sur la méthode du DPE. Voilà. Et je conseille, puisque tout le monde l'a dit, on voit bien qu'il y a des DPE qui sont encore valables. On voit bien qu'il y a des documents qui ont déjà été faits. On est aujourd'hui dans une nouvelle réglementation et nous, UNIS, on conseille impérativement de refaire faire les DPE, quand bien même qu'ils seraient déjà encore valables pour les DPE individuels, parce que ces DPE nouvelles formules, elles vont quand même vous donner un état des lieux. Elles vont pouvoir regarder si vous devez faire des travaux pour améliorer la valeur verte du logement. Elles vont vous donner des pistes d'amélioration possibles pour atténuer des mauvaises étiquettes si elles existaient. Et en fonction de la classe, on voit bien qu'il y a des contraintes. On voit bien qu'il y a des propriétaires, par exemple, qui pourront plus louer ou le juge leur demandera de faire des travaux, où il y aura une réduction de loyer demandée, que ce soit pour les DPE individuels et aussi pour l'enveloppe, le DPE collectif, l'enveloppe. On incite vraiment les copropriétaires à faire ces travaux et on travaille de concert avec la FIDI. Nous ne sommes pas des praticiens, on n'élabore pas les diagnostics de performance énergétique, on les lit, on aide bien sûr les diagnostiqueurs et plus la collecte des informations est bonne, meilleur quand même le DPE sera facilité et sera peut-être fiable au sens de la collecte des informations et des mesures qui seront faites. On se pose ici la question de savoir si le DPE collectif ou individuel, quel est celui qui serait, est-ce qu'il faut en rendre un plus opposable que l'autre, plus important que l'autre? Est-ce qu'il faut aussi autoriser de faire des trous dans les murs pour pouvoir avoir des informations sur les isolants de façon à ce que le DPE soit garanti dans sa fiabilité compte tenu des éléments collectés? Et voilà, on se pose plein de questions. En tout cas, on travaille bien avec la FIDI et surtout que les professionnels qui nous écoutent ne s'inquiètent pas parce qu'on est à leur disposition pour répondre aux questions et surtout de porter à la connaissance du gouvernement sur les questions ou les réglages, puisqu'il s'agit de réglages qui ne seraient pas encore, qui seraient améliorés dans le cadre de ces dispositifs. Lionel, un mot peut-être? Oui, un petit mot à rajouter en complément, parce que ça, pour synthétiser, en effet, la collaboration entre nos deux métiers est très importante. La problématique énergétique, c'est-à-dire le DPE dans le cadre du locatif, dans le cadre de la transaction, dans le cadre de la copropriété, nécessite de prendre des dossiers en amont et qui est un peu une nouvelle habitude par rapport aux anciens diagnostics où on avait tendance à les faire un peu au dernier moment. Là, quand on voit la complexité, et on l'a vu avec toutes les questions, et il y en a d'autres, il y a encore beaucoup d'autres questions techniques, juridiques, avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas toujours, parce qu'on n'a pas eu le temps de se projeter, et puis on n'a pas le recul encore nécessaire pour bien faire le bilan. Il est très important, et on le voit au quotidien, avec les partenariats qu'on peut avoir entre professionnels et diagnostiqueurs, que les questionnements, les échanges sont très importants. Ça veut dire que les dossiers qui aient l'air simples ou compliqués, c'est-à-dire simples, ça veut dire c'est l'individuel et le collectif le compliqué, mais l'inverse est aussi vrai, nécessite d'être vraiment anticipé pour éviter les mauvaises surprises au dernier moment. Et Denis a dit, vérifiez bien vos RCP, c'est votre cas aussi. Il faut qu'on anticipe les problèmes, il faut qu'on y réfléchisse avant. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de travailler correctement. Et c'est très important. Où tout va vite ces derniers temps, il faut, là pour le coup, réfléchir 2 minutes avant de faire les choses et bien les relire. Et dans ces nouvelles prestations, c'est très important.
La difficulté Voilà, quand même, c'est qu'il faudrait que nos honoraires soient revalorisés, parce que ça, c'est énormément de temps, de compilation, de recherche, et aussi de transmission de documents, de discussion avec les diagnostiqueurs. Et tout à l'heure, quelqu'un disait combien est-ce qu'il y aura de logements plus tard. Eh bien, si on ne fait pas les travaux sur les F et les G, en 2028, on aura au moins perdu 4,8 millions de logements. Alors, vous le direz, certains ne seront peut-être pas loués, des gens habiteront dans les passoires énergétiques, mais la question de la rénovation globale des immeubles et des logements est quand même extrêmement importante, sans compter bien sûr sur l'aspect préservation de la planète. C'est la fin de ce live. Je veux d'abord remercier tous les juristes de l'UNIS, toutes les juristes de l'UNIS qui ont travaillé à la préparation de ce rendez-vous. Laurie pour la transaction, Emmanuel pour la gestion locative, Isoline pour la copro, vous les connaissez, c'est le trio de choc de l'UNIS. Et puis, un merci tout particulier à l'ami Emmanuel qui est aux manettes derrière tout ça, qui nous a permis d'avoir ce live dans ces conditions, vous l'avez vu, très particulières quand même et très qualitatives. Chapeau à lui parce qu'il a une mauvaise grippe, Manu, et il a un thermomètre qui affiche un bon 39,5. Donc on va lui délivrer la médaille de l'UNIS au titre de la résistance à la maladie. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, peut-être pour évoquer autre chose que l'UNIS. Je crois que on a dans les tuyaux quelque chose qui s'appelle le baromètre de l'immobilier avec nos amis notaires et vous serez présents encore nombreux à ce rendez-vous. Que la soirée vous soit douce. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.